Je suis le colonel Mamadou Moustapha, je suis le commandant brigade défense ville de Goma. Tous ceux qui ont enlevé nos frères et nos compatriotes, on va se venger d'eux. Nous allons les abattre et on va les enterrer sans cimetière. Après la guerre, j'aimerais être fermier dans une ferme, voir mes bétails avec mes enfants et mes femmes. Après la guerre, si Dieu me montre la fin de la guerre. Une seule chose aux Congolais, l'union. On va faire face à tous les défis possibles du monde. Bienvenue sur ce podcast de la chaîne Dounia Congo Média. Aujourd'hui, on va parler de la vie héroïque du colonel Mamadou Moustapha Ndala, nommé général à titre posthume. Mamadou Ndala est l'un des plus grands héros que la République démocratique du Congo ait connu. On va revenir sur sa vie à travers la biographie que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'écrire, qui a été publiée en 2020. Donc c'est un livre qui a été rédigé de manière chronologique, où on revient sur les origines du colonel. On suit son parcours de manière chronologique jusqu'à ses différentes nominations, sa vie professionnelle aussi bien que personnelle, jusqu'à ses derniers faits d'armes et sa mort le 2 janvier 2014. Dès l'introduction, je reviens sur les conditions difficiles pour recueillir des informations, pour contacter des gens de son entourage. Donc tout ça est un peu résumé en introduction, puisqu'il faut savoir que lorsque j'ai voulu écrire ce livre, c'était suite à la rédaction et à la sortie du premier ouvrage, Allah, la patrie, les ancêtres, qui était sorti 2 ans auparavant, et au sein duquel il y a un chapitre Héros national, qui revient sur le colonel Mamadou Ndala, puisque dans ce livre on évoque l'histoire de l'islam en République démocratique du Congo, puis vient le chapitre consacré à Mamadou Ndala, et je me suis rendu compte qu'il était très difficile d'obtenir des informations sur sa vie, des informations fiables, et que les témoins, lorsqu'ils acceptaient de prendre la parole, craignaient énormément pour leur sécurité. Donc, après la sortie d'Allah, la patrie, les ancêtres, vu que à l'intérieur le chapitre consacré à Mamadou Ndala ne fait que quelques pages, j'ai jugé bon de faire un travail plus approfondi sur sa vie, sur sa carrière, sur son parcours. Mais en réalité, j'avais déjà commencé ce travail depuis, là on est en 2022, disons depuis 2016. Donc lorsque ce livre biographique sur le colonel est sorti, j'avais réuni le maximum d'informations que je pouvais réunir, et c'était vraiment un travail compliqué. Compliqué pourquoi ? Premièrement parce qu'il a été difficile de joindre sa famille. Très difficile de joindre sa famille. Donc je suis passé par les réseaux sociaux, par des contacts au Congo, notamment dans sa province d'origine, mais c'est l'ex-province orientale. On pouvait tomber sur des personnes qui se faisaient passer pour appartenant à sa famille, mais qui en fait n'en étaient pas. Je suis tombé sur plusieurs personnes qui me disaient qu'elles étaient de la famille de Mamadou Ndala, mais lorsque je posais quelques questions, par exemple sur la fratrie, combien est-ce qu'il avait de frères et sœurs, etc., les personnes répondaient à côté de la plaque, donc je comprenais que je n'avais pas affaire aux bonnes personnes. Et puis, c'est mon ami Sami Mupfuni, donc journaliste, l'un des cofondateurs du média Congo Tchèque, qui est à Goma, qui m'a mis sur les véritables pistes. Donc les véritables pistes m'ont mené d'abord à Hamza, le frère de Mamadou Ndala, puis à d'autres grands frères. Je ne vais pas citer leurs noms, mais bon, les personnes qui connaissent la famille connaissent les grands frères de Mamadou Ndala. Mais ces grands frères-là ne voulaient pas témoigner. C'est pour ça que je me réserve de citer leurs noms. Ils ne voulaient pas témoigner. Ils avaient peur. On verra pourquoi est-ce que les gens avaient peur de témoigner sur la vie de Mamadou Ndala. Donc je me suis concentré sur Hamza, qui est son petit frère, et qui est vraiment... alors lui, il a vraiment une grande admiration pour son grand frère. Donc je me suis concentré sur lui. Il a parlé de moi aux parents, qui étaient encore vivants lorsque j'ai commencé la rédaction du livre, et qui malheureusement nous ont quittés depuis, donc le père comme la mère. Et il m'a mis en relation avec l'ensemble de la famille. Donc Hamza et moi, on a tissé un lien vraiment d'amitié et de fraternité,
et sans lui, je n'aurais jamais pu écrire ce que j'ai écrit dans cette biographie. Étant donné que c'est une biographie qui avait déjà son titre de héros national avant même que j'écrive les premières lignes, je me suis beaucoup posé la question sur cette notion d'héroïsme chez Mamadou Ndala, en me demandant si j'en faisais pas trop, si je le considérais pas au-dessus de son statut réel. Donc c'est pour ça qu'en début de livre, je rappelle ce qu'est un héros national en République démocratique du Congo, constitutionnellement, donc qui est considéré comme un héros national. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en République démocratique du Congo, les seuls héros nationaux officiellement reconnus sont Patrice Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Pour ma part, j'ai vite eu la réponse. Je me suis dit que ce n'est pas moi qui en faisais trop sur Mamadou Ndala, mais peut-être certains qui n'en faisaient pas assez. Donc ça, c'est les questions que je me posais en début de rédaction. Et à la fin de la biographie, moi j'en suis arrivé, et ça n'engage que moi, à la conclusion selon laquelle Mamadou Ndala était le plus grand héros que la République démocratique du Congo ait connu. Donc le plus grand, ça veut dire au-dessus de Lumumba, au-dessus de Kabila. Et en vous racontant un peu sa vie, vous vous rendrez peut-être compte qu'en effet c'est le cas, ou alors que ça n'est pas le cas. Donc après, chacun est libre de son opinion. Mais le but, et je le rappelle dans l'introduction, le but de la biographie est de retracer un parcours, de comprendre une vie à cette époque moderne, de comprendre un engagement avec les qualités du colonel Mamadou Ndala, mais aussi ses défauts, ses erreurs de parcours, ses erreurs de choix. Donc la partie sombre du personnage, elle n'est pas éludée, vous verrez qu'elle prend énormément de place. Et c'est ce qui, pour moi, contribue à en faire quelqu'un de normal, quelqu'un qui aurait pu être vous ou moi, quelqu'un qui est à l'image d'un jeune Congolais qui ensuite, à un moment de sa vie, à un moment critique, décide de s'engager, d'être un acteur de la situation, d'être un acteur de l'histoire de son pays, jusqu'à devenir un héros au final. Alors pour entrer dans le vif du sujet du livre, vous verrez que chaque partie, chaque section commence par une citation d'un livre, un proverbe. Pourquoi cela? Parce qu'en fait Mamadou Ndala était quelqu'un qui était très attaché aux citations. Donc lorsqu'il s'adressait à vous, qui voulait donner un exemple, qui voulait imager un peu son propos, il citait soit un verset du Coran, il citait un proverbe africain connu, il citait un livre, donc il était vraiment très attaché à ce type de littérature-là. Donc c'est un hommage direct au colonel que de commencer chaque section, chaque chapitre par une citation. Toute la première section du livre, qui est intitulée « La loi de la jungle », revient sur la naissance de Mamadou Ndala et son parcours, j'ai envie de dire, initiatique dans la jungle. Donc on commence déjà par évoquer l'histoire de son père. Il faut savoir que le père de Mamadou Ndala est le fils d'un marchand malien qui a immigré au Congo au début du XXe siècle, mais son père lui-même naît au Congo, donc dans le village de Bafouabaka, qui est en territoire de Wamba, dans la province actuelle du Haut-Touélé. Sadio, puisque c'est son prénom, donc le père de Mamadou Ndala s'appelle Sadio Nongaka Ndala, va faire partie de la force publique. Donc la force publique, ce sont les forces de sécurité du Congo belge, donc pendant la colonisation. Et il va notamment participer à la campagne d'Abyssinie, puisqu'il sera un élément du 11e bataillon qui va participer aux batailles de Sayo et de Gambela. Donc son père est un militaire, et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque ces batailles que j'ai citées, ce sont des batailles de la Seconde Guerre mondiale où le Congo va être impliqué et intervenir en Abyssinie contre les troupes italiennes de Mussolini. Donc au lendemain de cette guerre, il va rentrer en territoire de Wamba où il va épouser Dala. Donc Dala qui est la mère de Mamadou Ndala. Donc Dala, elle est une femme de l'ethnie Boudou. Donc c'est une ethnie très connue en territoire de Wamba et en province orientale. Sadio est un polygame, donc il a plusieurs épouses, il a plusieurs enfants, et Mamadou Ndala naît le 12 décembre 1978. Mamadou Ndala naît dans la ville de Bunia, donc l'actuel chef-lieu de la province de l'Ituri. Vous verrez sur la plupart des articles biographiques de Mamadou Ndala qu'il serait né à Isiro
ou à Ibambi. Donc l'un comme l'autre sont faux. Il est né à Bunia, donc d'après la confirmation de la famille. Pourquoi est-ce qu'on voit partout qu'il est né à Ibambi? En fait, puisqu'il a déménagé très rapidement à Ibambi. Dans les années 80, la famille s'installe à Isiro, qui est la grande ville du territoire de Wamba, donc dans le Haut-Uélé. Donc voilà, c'était Bunia, le parcours, ensuite Ibambi, Isiro. C'est une région forestière, donc c'est vraiment la forêt équatoriale. C'est un peu pour imager la jungle, donc c'est pour ça que le chapitre s'appelle la loi de la jungle. Et très jeune, Mamadou Ndala va suivre son père dans ses activités. En fait, il est scolarisé à l'école primaire, donc il suit son cursus scolaire normalement. Et pendant chaque vacances scolaires, Mamadou aime suivre son père qui fait du commerce, donc avec les populations pygmées, qui va dans la forêt, qui traite avec les pygmées, puisqu'on est dans une région où il y a énormément de pygmées, notamment en Bambouti. Donc il traite avec eux. C'est l'un des rares non-pygmées qui a accès au monde pygmée, de manière presque privilégiée. Et Mamadou aime ce milieu-là, donc aller dans la forêt, faire du troc, des échanges d'étoffes, des arachides, contre des matières premières fournies par les pygmées qu'ils vont ensuite vendre dans les marchés des grandes villes, donc à Bunia, à Isiro, à Ibambi. Le père de Mamadou Ndala est notamment connu pour être un très grand marchand de sel. Donc lorsqu'on discute avec les gens de la région, tout le monde se souvient, oui, Papa Sadio était très fort dans le commerce du sel. Dans la première section, on voit à quel point Mamadou Ndala se rapproche du monde pygmée, en étant avec son père à faire des voyages de village en village, en allant dans la forêt. Ça lui construit même une réputation, les gens disent qu'il disparaît, puisqu'en fait les gens ne se rendent pas vraiment compte, ses camarades de classe, qu'il est à ce point investi dans la vie marchande de son père. Donc les rumeurs disent oui, Mamadou disparaît, un jour il est là, un jour il est plus là, il peut disparaître plusieurs jours. En fait il disparaît dans la forêt avec son père, puis petit à petit sans son père. L'une des activités principales de Mamadou Ndala et de son père était le braconnage. Donc il pratiquait le braconnage en forêt et il vendait le gibier sur les marchés d'Isiro, sur les marchés d'Ibambi, jusqu'à Bunia. Donc c'est l'un des passages de la jeunesse de Mamadou Ndala qui est le plus connu. Donc son passage de braconnier dans les forêts, bien plus que sa carrière entre guillemets de marchand. Cette période de la vie de Mamadou Ndala va être déterminante pour deux raisons. Donc il a à peu près une dizaine d'années. La première raison, c'est qu'au contact des pygmées, il va se former. Donc il va se former idéologiquement, tout d'abord, puisqu'il est au contact des premiers habitants du Congo, il est au contact de la nature, il est au contact, entre guillemets, du Congo profond. Donc on le verra habité par cet esprit tout au long de sa vie. Lorsque Mamadou Ndala parle de terre, parle de racines, parle de patrie, il sait de quoi il parle puisque dès son enfance, il a été baigné dans l'univers des premiers habitants du Congo. Donc les pygmées, c'est un monde un peu caché, un monde où on n'accepte pas n'importe qui, surtout pas les non-pygmées. Et il a eu ce privilège et il en a tiré énormément d'expériences humaines. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur cette période, c'est que Mamadou Ndala s'intéresse énormément aux documentaires consacrés à la guerre et principalement à la Seconde Guerre mondiale. C'est une guerre qui l'a énormément marqué, c'est la guerre à laquelle son père a participé en Afrique. Et Mamadou Ndala s'intéressait beaucoup au développement de la Seconde Guerre mondiale en Europe, donc avec les nazis, avec Hitler, avec Staline, l'occupation de la France. Donc tout ça l'a beaucoup marqué et il passait des heures à regarder ce type de reportage. Est-ce que son père, qui est un vétéran de la guerre, a joué un rôle? Absolument pas. Donc il voyait le courage de son fils, il voyait son investissement, mais aussi son intérêt pour ces questions-là. Mais son père, comme sa mère, aurait préféré le préserver de tout l'univers militaire. Donc là, on est encore à une phase où Mamadou Ndala est très jeune, donc personne n'imagine qu'il va vraiment basculer dans le monde militaire quelques années après. Le premier chapitre du livre se conclut
par l'année 1997, année au cours de laquelle Laurent Désiré Kabila envahit le Congo à la tête de la FDL, donc l'Alliance des Forces démocratiques de libération du Congo, donc piloté par le Rwanda et l'Ouganda. Donc c'est ce mouvement-là qui, en 97, au mois de mai, va chasser Mobutu du pouvoir. Donc sur son parcours, Kabila va recruter des enfants soldats, qu'on appelle des Kadogo. Il va recruter ces enfants-là pour venir renforcer ses troupes. Dans la région de Mamadou-Ndala, en territoire de Wamba, donc on a un colonel qui s'appelle colonel Kilo Kilo, qui est un colonel de l'armée régulière, mais qui va se rendre pour travailler au service des troupes de Kabila. Et Kabila va lui demander, donc les forces de la FDL vont lui demander de recruter le maximum d'enfants soldats de la région. Mamadou-Ndala appartient à l'équipe de foot d'Issiro, donc il appartient à l'US Makassi d'Issiro, dont le président est le colonel Kilo Kilo. Donc on sort de l'époque de Mobutu, les présidents d'entreprise, les présidents d'équipes de football ont toujours un lien soit avec le monde politique, soit avec l'univers militaire. Donc le colonel Kilo Kilo va tout faire pour recruter Mamadou-Ndala. Je rappelle que son courage, que son tempérament sont connus dans la région, où tout le monde sait qu'on a affaire à un garçon qui traite avec les pygmées, un garçon qui dans son équipe de football est capitaine. Donc c'est un jeune qui a beaucoup de charisme. Le colonel Kilo Kilo va demander à ses parents de laisser Mamadou les rejoindre. Ils vont refuser. Et Mamadou lui-même refusera de rejoindre les troupes de la FDL, puisqu'à ce moment-là, il faut rappeler qu'il a un peu le statut de chef de famille. Donc c'est lui qui assure les activités commerciales en parallèle de son cursus scolaire. Donc c'est sur lui, sur ses épaules, que reposent les revenus familiaux. Donc il va refuser. Il va continuer à s'intéresser au monde militaire et il va se forger des héros. Donc parmi ces héros, il y aura notamment Soundiata Keïta, donc très important dans la culture malienne, et Mamadou-Ndala va beaucoup s'attacher à cette figure de Soundiata Keïta, qui sera l'un des personnages un peu référence tout au long de sa jeunesse. Il y aura également le général Maélé. Le général Maélé est l'un des grands généraux de Mobutu, donc une grande figure patriotique zaïroise, puisqu'on est à la période, au dernier mois de la période du Zaïre, et qui aura aussi une grande influence sur la jeunesse de Mamadou-Ndala. C'est donc en 1998, pour faire face aux troupes ougandaises en pleine Seconde Guerre du Congo, que Mamadou-Ndala prend réellement les armes. Lorsqu'il s'engage, donc on se rend compte qu'il a déjà un numéro de matricule, ce qui laisse penser que le colonel Kilo Kilo avait déjà enrôlé Mamadou-Ndala à son insu en 1997, lorsqu'il tentait, sans succès, de le recruter auprès de ses parents. Même aujourd'hui, lorsqu'on regarde le numéro de matricule de Mamadou-Ndala, la référence de son enrôlement remonte à 1997. Donc le colonel Kilo Kilo est le commandant des opérations à Issiro. Donc c'est lui qui est chargé de défendre la ville contre les forces ougandaises qui sont entrées au Congo et dont on sait qu'elles vont arriver à un moment donné à Issiro. Alors il s'entoure d'Adukala Kalao et de l'adjudant Elenga Monama. Donc ce sont deux personnes qui reviendront dans la vie de Mamadou-Ndala, mais dont les premiers contacts ont existé dès cette époque-là à Issiro. Il y aura aussi l'officier en charge des renseignements, Robert Masumbuko, qui sera ensuite très important dans la carrière militaire de Mamadou-Ndala, donc qui sera aussi présent au sein de ce bataillon. Les jeunes recrues se rendent bien compte que l'entraînement qu'elles ont suivi n'est pas adapté pour faire face à une armée régulière comme celle de l'Ouganda. Donc le colonel Kilo Kilo va leur faire croire qu'une formation militaire professionnelle les attend en Chine. Donc il va leur demander de rallier l'aérodrome d'Issiro pour rejoindre en avion Kinshasa et de Kinshasa aller en Chine. Donc ils vont se déplacer de nuit, mais l'avancée des troupes ougandaises va vraiment être fulgurante et le petit bataillon va être pris de court. À ce moment-là, donc le colonel Kilo Kilo va s'enfuir avec ses officiers en abandonnant les jeunes dont Mamadou-Ndala dans la forêt.
livrés à eux-mêmes et surtout livrés aux troupes ougandaises qui sont à quelques kilomètres seulement. Donc en comprenant le danger, on rappelle, c'est des jeunes pas entraînés ou très mal entraînés, qui n'ont jamais vécu de situation de guerre, qui vont faire face à une armée régulière surentraînée. Donc Mamadou va comprendre la situation et il va rentrer chez lui pour pousser sa famille à quitter Isiro, puisqu'il craint que les troupes ougandaises s'en prennent aux civils. Il y a aussi des rumeurs qui disent que l'Ouganda va bombarder l'aéroport d'Isiro, donc que tout départ sera impossible pour les civils. Donc il emmène sa famille à l'aérodrome où un avion militaire, c'est un cargo russe, les gros avions, les attend pour les emmener à Kinshasa. Donc il va emmener sa famille, ses frères, ses sœurs, ses parents. À noter que ses parents refuseront de quitter Isiro. Donc lorsqu'ils seront sur le tarmac de l'aéroport, les troupes ougandaises vont les rencontrer. Donc c'est le moment, le 20 septembre 1998, où les forces ougandaises pénètrent dans Isiro et gagnent l'aéroport. Donc sur le tarmac, Mamadou Ndala est capturé par les forces ougandaises, puisqu'il est encore en uniforme, donc il apparaît comme un soldat, et il est capturé devant ses parents, devant ses frères et sœurs, et emmené avec les forces ougandaises. Alors il faut savoir que les militaires ougandais ont plusieurs camps, sur tous les territoires qu'ils occupent, à l'est de la République démocratique du Congo, en territoire de Beni, à Kisangani, à Isiro, à Buta et dans ces environs-là. Donc Mamadou Ndala est emmené dans l'un de ces camps, sûrement aux alentours d'Isiro, et il est âgé de 20 ans à ce moment-là. Pour éviter d'être tué, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire aux troupes ougandaises qu'il accepte de se rendre, de quitter les forces armées congolaises. Il va accepter d'être formé par les Ougandais et de combattre à leur service. Donc c'est quelque chose qui se faisait à l'époque, et Mamadou Ndala va leur faire croire qu'il accepte d'embrasser leur cause. Sauf qu'au bout de 11 mois de captivité auprès des Ougandais, il va parvenir à s'enfuir, donc il va saisir une occasion la nuit, sans oublier qu'il est en forêt, donc il est dans un environnement qu'il connaît par cœur, pour s'enfuir. Donc avec quelques captifs qui sont soit des Kadogo, soit des anciens des forces zaïroises, il va prendre la fuite avec un stock d'armes. Donc il va gagner la forêt et il va essayer d'avoir des nouvelles de son ancien bataillon, du colonel Kilo Kilo. Donc il va avoir la confirmation que le colonel Kilo Kilo a disparu. Il va également avoir la confirmation qu'Adukala Kalao et Lengamonama, donc qui étaient chargés de sa formation lorsqu'il faisait partie de ce bataillon-là, il va apprendre qu'ils ont rejoint une nouvelle rébellion, donc le MLC, le Mouvement de Libération du Congo, dont la branche armée s'appelle l'Armée de Libération du Congo. C'est un mouvement congolais qui a pour président Jean-Pierre Bemba et qui est soutenu par l'Ouganda. Je rappelle juste que le Rwanda aussi a son groupe armé local, le RCD, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, donc qui est un mouvement soutenu, financé, influencé politiquement et même de manière identitaire par le Rwanda. En gagnant la forêt, Mamadou Ndala va choisir de combattre tous ces groupes armés-là. Donc il va rallier les pygmées, il va parvenir à les rallier à sa cause. En fait, il faut savoir que les pygmées ne s'impliquent jamais dans les conflits armés des Bantous, donc des populations majoritaires. Lorsqu'un pygmée prend les armes, c'est pour une cause soit interne aux pygmées, soit une cause où leur survie est en jeu. Donc là, on clôture la partie 2 du livre, qui est intitulée Kadogo, pour entrer dans la partie 3, qui est intitulée Rébellion, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on va explorer la vie rebelle de Mamadou Ndala. C'est à partir de ce moment-là, lorsqu'il est en forêt, en fuite, en pleine Seconde Guerre du Congo, qu'il va entrer dans ce que les forces loyalistes considèrent comme une rébellion. Une rébellion, donc dans le sens d'un groupe armé non gouvernemental qui prend les armes pour combattre qui que ce soit, soit les forces loyalistes, soit un autre groupe considéré comme rebelle. En République démocratique du Congo, seules les forces armées, les forces de sécurité, donc la police et l'armée,
ont le droit de prendre les armes. Tout autre groupe qui choisit de prendre les armes est combattu en tant que groupe rebelle. Donc Mamadou Ndala va prendre la tête de cette rébellion qu'il va appeler le bataillon Mukumbusu. Mukumbusu, ça renvoie à plusieurs choses au Congo. Ça renvoie à une sorte d'art martial ancestral. Ça renvoie aussi aux gorilles. Ça renvoie à ces choses-là. Donc il va baptiser son groupe armé constitué de pygmées. Alors Hamza m'a parlé de 300 pygmées. Il y avait aussi des Bantous, donc ceux dont je parlais tout à l'heure, qui se sont enfuis avec lui. Mais ce sera un groupe armé principalement pygmée, un groupe armé des forêts. Donc le bataillon Mukumbusu, mais on l'appellera aussi localement l'armée rouge. Donc ça renvoie à la fascination de Mamadou Ndala pour les armées, les grandes troupes de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce troisième chapitre, intitulé Rébellion, j'évoque aussi Jamanda. Jamanda, c'est un militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, il combat toujours à l'est du pays. Et c'est un militaire de la même génération que Mamadou Ndala. Et il l'a rencontré pour la première fois dans la forêt. Il était chargé, donc lui à l'époque, il appartenait à l'ALC, donc la branche armée du MLC. Et l'ordre était d'investir la forêt pour combattre ce groupe armé. À la tête de ce bataillon pygmée, Mamadou Ndala a fait beaucoup de dégâts. Donc au sein du RCD, il a fait beaucoup de victimes. Donc le bruit s'est répandu qu'un groupe armé mystérieux infligeait de lourdes pertes à quiconque pénétrait la zone qu'ils occupaient. Donc aux alentours d'Issiro, dans le territoire de Wamba, pardon. Donc le MLC s'est dit, on va aller à la rencontre de ce groupe armé, soit les neutraliser, soit les capturer, soit les rallier à notre cause. Et c'est cette dernière volonté-là qui les a animés lorsqu'ils sont entrés sur le territoire des Pygmées. Au sein du bataillon Mukumbusu, Mamadou Ndala va s'entourer de Kamanda Selenge, donc un jeune des alentours d'Issiro, dont il va être très proche et qui va beaucoup l'aider dans le financement de son mouvement. Donc la principale source de revenus, ça va être le braconnage, donc que Mamadou pratiquait déjà dans son enfance, et là on sera à un moment où le braconnage sera pratiqué de manière intensive par le bataillon Mukumbusu pour pouvoir s'acheter des armes, notamment auprès des hommes de Bemba. Donc dans la forêt, le bataillon Mukumbusu va opérer un rapprochement avec les forces du MLC. Donc il y a une sorte de trafic qui va se mettre en place entre les deux groupes. Et lorsque le MLC va constater ce rapprochement, c'est à ce moment-là qu'il va tenter de recruter les membres du bataillon Mukumbusu. Pour rappel, ce bataillon pygmée, inconnu jusque-là, infligeait de lourdes pertes à tous les autres groupes armés, et notamment le RCD, donc le groupe armé à tendance rwandaise. Ce groupe armé-là était un ennemi commun entre le bataillon Mukumbusu et les forces du MLC d'influence ougandaise. Donc Jean-Pierre Bemba va saisir cette occasion-là, ce rapprochement, pour essayer de recruter ce bataillon qui pourrait lui être utile, dans une région que Mamadou Ndala connaît mieux, que les Pygmées connaissent mieux, donc il pourrait combattre au service du MLC. Et donc parmi les généraux du MLC chargés du recrutement de Mamadou Ndala, il y a Mohamed Boulé, qui aujourd'hui est un député du MLC, qui siège à l'Assemblée nationale congolaise, c'est devenu un homme politique. Et il y a également le général Lucien Baouma, donc, qui est à l'époque un officier du MLC. Donc eux, ils vont sortir le bataillon Mukumbusu ou l'armée rouge de la forêt et les convaincre de combattre pour Jean-Pierre Bemba. C'est à un moment notamment où Mbusa Nyamwisi, qui est alors affilié au RCD, est très dur à déloger pour le MLC dans le nord-est du Congo, et le bataillon Mukumbusu va les aider à déloger les troupes de Mbusa Nyamwisi de la région d'Issiro. Donc ça va être un apport vraiment important pour le MLC. Mamadou Ndala donc sera un combattant de l'ALC, l'armée de libération du Congo,
et ils vont stationner aux alentours de Bafouassende. Bafouassende, de toute manière, c'est dans cette région-là qu'évoluait le bataillon Mukumbusu, et c'est aussi là qu'il va évoluer avec les forces de l'ALC. Il va combattre des Maïmaï dans cette partie-là du pays. Alors, est-ce que les Pygmées vont suivre Mamadou Ndala au sein de l'ALC? Non. La plupart des Pygmées vont regagner la forêt, mais Mamadou Ndala va se retrouver avec Kamanda Selenge, et au sein de l'ALC, il va également retrouver ses anciens compagnons du bataillon du colonel Kilu Kilu, à savoir Elenga Monama et Adukala Kalao. Vous vous rendrez compte tout au long de la vie de Mamadou Ndala qu'il y a comme ça des épisodes de séparation, de retrouvailles et de prise de contact de très longue date. Donc là, on le voit avec ces éléments-là et ces retrouvailles au sein du MLC. Mais n'oubliez pas, l'un des recruteurs de Mamadou Ndala au sein du MLC s'appelle Lucien Baouma, qui deviendra par la suite un personnage, ou l'un des personnages les plus importants de la carrière et de la vie personnelle de Mamadou. Donc le bataillon Mukumbusu sera l'un des bataillons de l'ALC dans la région de Bafouassende. Mamadou Ndala va être opposé au Maïmaï Michigan dans cette région-là, aux alentours de 1999-2000, et il va être blessé par balle. Donc ça va être une blessure importante qui va être soignée par les quelques pygmées qui seront restés à ses côtés. Donc c'est un événement qui a marqué tous les témoins. On me l'a raconté à plusieurs reprises, Hamza me l'a raconté, Jamanda, donc le militaire des MLC, aujourd'hui des FARDC, me l'a rapporté également. Donc les pygmées vont empêcher Mamadou d'aller à l'hôpital et ils vont le soigner avec de la médecine traditionnelle. Donc la blessure va cicatriser devant les témoins. Donc j'aurais eu cette version-là et d'autres qui m'ont dit en fait qu'ils ont stoppé l'hémorragie grâce aux plantes, mais que Mamadou Ndala a quand même été amené à l'hôpital. Donc cette vie dans les forêts, cette vie de rébellion va être très difficile pour Mamadou Ndala, qui va beaucoup maigrir, qui va pas s'alimenter correctement, c'est la vie dans le maquis, mais tout cela va être formateur pour la suite. Donc tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, de sa naissance jusqu'à ses 20 ans, toute cette période de forêt, de pygmées, de formation militaire, d'enlèvement, enfin de capture par les troupes ougandaises, tout ça va être extrêmement formateur pour la suite de la vie de Mamadou Ndala. À titre personnel, c'est l'une des périodes les plus passionnantes de sa vie, cette période de formation, cette période d'initiation pygmée, c'est vraiment ce qui va lancer la suite et ça a été l'une des plus intéressantes et surprenantes à travailler. Si on a vu que Lucien Baouma allait être l'un de ceux qui ont recueilli Mamadou Ndala dans la forêt, si on peut dire ça comme ça, un autre général va prendre littéralement Mamadou Ndala sous son aile, c'est Widi Divioka. Alors Widi Divioka, lorsqu'on l'évoque à la famille de Mamadou aujourd'hui encore, il apparaît comme être vraiment son grand mentor. Son mentor, son modèle, son maître à penser, celui qui l'a vraiment lancé dans la vie militaire, c'est le général Widi Divioka. Très très important dans sa vie et qui a fait sa connaissance à cette époque-là, à l'époque du MLC, à l'époque du bataillon Mukumbusu, à l'époque du maquis à Bafouassende. Widi Divioka, ça va être l'un des premiers à vraiment sentir et voir en Mamadou un potentiel pour le futur de l'armée congolaise. Donc sur le moment présent, il le voit comme un atout pour le MLC, mais il voit vraiment loin pour ce jeune homme et comme je le disais, c'est vraiment son mentor, son protecteur, celui qui va le lancer et le mettre encore plus en confiance pour assumer son rôle dans la vie militaire du pays. Dans la dernière partie du chapitre 3, on évoque sa rencontre avec Bijou. Il faut savoir que les exploits de Mamadou en territoire de Wamba impressionnent les jeunes et lui forgent une réputation d'homme courageux auprès des jeunes de son âge, mais aussi des adultes. Bijou est impressionné par son charisme, par sa réputation, et rapidement, ils évoquent l'idée du mariage. Puisque Mamadou Ndala évolue dans une culture musulmane, où
il lui est interdit de fréquenter une fille en dehors du mariage. Donc durant sa jeunesse, avant qu'il gagne le maquis, il a suivi des cours islamiques donc, à la madrasa, donc à l'école islamique, en parallèle de ses études. Donc Sadio, son père, s'est toujours assuré que Mamadou et ses frères suivent un cursus islamique. Donc qu'ils apprennent le Coran, qu'ils apprennent un peu des paroles du prophète. Donc il a vraiment évolué dans ce milieu-là. Donc lorsque la question de fréquenter une fille se pose, là il y a la barrière de la religion, puisque Bijou était une chrétienne. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va la voir en cachette et lui parler de l'islam. Donc il va lui dire, si jamais tu veux me fréquenter, moi je ne fréquente pas les filles, on peut se marier pour faire les choses de manière officielle, mais pour qu'on se marie, il faut que tu embrasses l'islam. C'est à ce moment-là, moi, du livre, que j'ai vraiment pris contact avec Bijou. Bijou, ça a été l'une des dernières et l'une des plus compliquées à joindre, parce qu'elle n'est pas au même endroit physiquement que le reste de la famille. Mais lorsque j'ai pu la joindre, j'ai eu son épouse qui partageait sa vie. Donc là, le livre a gagné en richesse en termes de témoignages. Donc il s'est marié jeune avec Bijou à ce moment-là de sa vie, lorsqu'il était encore, j'ai envie de dire, un rebelle dans la forêt avec le MLC. Alors le 4e chapitre s'intitule FARDC. Donc on va voir dans ce chapitre-là la fin de la Seconde Guerre du Congo, 2002-2003, et la formation des FARDC, donc toutes les troupes belligérantes de la Seconde Guerre du Congo, réunies sous la même institution. Sur le plan national, en 2001, le président Kabila, Laurent-Désiré Kabila, a été tué, et la fin de la guerre intervient 2 ans plus tard. Alors le 4e chapitre s'ouvre sur la partie Effacer le tableau, qui est une opération militaire menée entre la fin 2002 et le début 2003 par les forces du MLC. C'est une opération militaire contre des civils, en Ituri et en territoire de Beni, contre les pygmées principalement. Alors dans cette partie-là, moi mon souci c'était de savoir si Mamadou avait participé à cette opération-là, sachant qu'elle était commandée par Widi Divioka, donc son mentor, qui faisait partie de l'état-major en fait en charge de cette opération. Mon souci était de savoir si Mamadou y avait participé ou non. Effacer le tableau, c'est une opération au sein de laquelle étaient impliqués plusieurs militaires, dont certains sont toujours en activité aujourd'hui. Le nom de Constant Ndima revient, celui de Freddy Ngalimou, de David Bouguera, en plus de Widi Divioka. Donc, des informations que j'ai pu avoir, Mamadou n'y était pas. Il n'était pas affecté sur cette opération-là. Il était à un autre endroit. Donc, il était du côté d'Issiro et il n'était pas au nord-est de la République démocratique du Congo, ni en Ituri, ni en territoire de Beni à ce moment-là. On voit ensuite, dans la 2e partie, le grade et l'affectation, l'importance qu'a toujours eu au sein des FARDC cette notion de grade et celle d'affectation. Donc Widi Divioka prépare Mamadou Ndala au fait qu'après la signature des traités de paix, les FARDC ne constitueraient qu'une seule institution et qu'il y aurait un grade à obtenir et une affectation intéressante. Alors le grade, qui a été garanti aux chefs des groupes armés, des groupes rebelles, c'est qu'ils conserveraient le grade qu'ils se sont attribués durant leur période de maquis. Par exemple, Widi Divioka, qui était général clandestin, allait devenir un général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mamadou Ndala, qui était un capitaine, il a été nommé capitaine finalement au sein de l'armée de libération du Congo, donc Widi Divioka lui a assuré qu'il resterait capitaine des forces loyalistes. Et l'affectation, ce qui est intéressant depuis cette période-là pour les militaires congolais et jusqu'à aujourd'hui, c'est d'être affecté sur des zones riches en minerais ou sur des zones douanières, sur des zones où il y a un potentiel d'enrichissement personnel. Le général Widi Divioka est nommé commandant de la 7e région militaire qui correspond à la province du Maniema
et il place Mamadou à la tête du bataillon de Kasese. Alors Kasese, ou plus précisément Kasese Mouvelingo, c'est un endroit très riche en minerais, notamment les diamants et la cassitérite. Au lendemain de la Seconde Guerre du Congo, donc les troupes des nouvelles FARDC sont un peu livrées à elles-mêmes. Elles ne sont pas payées et elles vivent dans des conditions compliquées. Donc Mamadou, pour gagner la fidélité de ses hommes, va décider de les payer de sa propre poche. Donc j'ai vu un peu avec Hamza d'où est-ce que lui tirait ses revenus. Apparemment, vu qu'il était en charge de KCC, il avait accès aux mines. Donc il avait accès aux mines de diamants, il avait accès aux mines de cassitérite. Donc il est possible qu'il ait été lui-même impliqué à ce moment-là, dès sa nomination officielle en fait, au sein des FARDC, dans un trafic de minerais qu'il aurait effectué pour pouvoir payer ses hommes et du coup acheter leur loyauté. Mamadou a pris dans son bataillon les éléments qui étaient avec lui au sein du bataillon Mukumbusu et de l'ALC. Donc toujours Kamanda Selenge, Elenga Monama et Adukala Kalao qui l'ont suivi au sein des FARDC dans le bataillon de KCC. Pour revenir sur la rémunération des soldats, donc là on touche un point qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Lorsqu'un militaire est affecté sur une zone riche en minerais, il va s'enrichir à la source, où il va s'arranger avec les creuseurs, où il va les exploiter, tout simplement. Donc dans le cas de Mamadou Ndala, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est arrangé avec les creuseurs pour qu'ils lui versent une part de leur récolte en minerais, afin qu'il puisse payer ses hommes qui étaient mécontents de leur salaire. Lui, en échange, s'assurait de leur garantir la sécurité. On a beau tourner autour du pot avec Hamza lorsqu'on en parle, mais à mes yeux, ça reste de l'exploitation. Et il ne faut pas avoir peur ni honte de dire que Mamadou a tiré profit et a tiré avantage de son statut de commandant auprès des creuseurs pour pouvoir leur extirper, c'était surtout des diamants et la cassitérite. Donc première mission à KCC avec, pour un peu mater une future rébellion au sein de ses hommes qui n'avaient pas encore de discipline, il a pu les payer grâce aux mines qu'il contrôlait. On voit ensuite comment l'assemblage des anciennes forces belligérantes au sein des FARDC peine à tenir, puisqu'en 2004, il y a la constitution du CNDP, donc le Congrès national de la défense du peuple, dans la région du Kivu. Le CNDP, c'est le fruit du mécontentement des anciens du RCD. Donc, pour rappel, le RCD a été intégré au FARDC comme le MLC et les autres groupes armés. Sauf que le RCD n'a pas trouvé son compte au sein des FARDC, se sentait mieux dans la rébellion, avec d'autres revendications que je vous invite à consulter si vous vous intéressez à la situation sécuritaire du pays. Et ils se sont mutinés et ils ont fondé le CNDP avec des gens comme Jules Mouteboutsi, des gens comme Laurent Kunda. Et partout ailleurs dans la République, l'équilibre était dur à tenir entre les anciens rebelles. Ils se combattaient encore quelques mois auparavant et on leur demande de faire corps au sein d'une même armée. Les différentes factions n'ont pas les mêmes intérêts, donc c'est compliqué à tenir. Donc il y a cette rébellion du RCD, enfin de l'ex-RCD qui se transforme en CNDP, et dans le même temps, Mamadou Ndala, lui, va suivre Widi Divioka, qui va être nommé au Katanga. Donc le Katanga, c'est à l'époque la plus riche province du pays. Donc il est affecté à Kongolo, et Mamadou suit donc son général à Kongolo avec ses hommes. Là, j'évoque dans le livre la manière dont Widi Divioka va se servir de son affectation pour s'enrichir personnellement. En fait, il avait déjà commencé au Maniema, mais au Katanga, vu que la province est plus riche, que les tentations sont plus grandes, là il va vraiment, dès son arrivée, opérer une sorte de système d'enrichissement personnel. Alors le général Widi Divioka va être épinglé et il va être écarté par l'état-major et il
sera remplacé à la tête de la province du Katanga. Mamadou Ndala, lui, par contre, va être promu et on va lui confier la 69e brigade basée à Kongolo. Donc ça sera vraiment son premier poste important où il aura sous sa responsabilité plusieurs centaines d'hommes pour combattre les Maïmaï, donc les groupes armés locaux et autochtones qui sévissent au Katanga. Dans cette partie du livre, je reviens sur les gros problèmes de discipline qu'on rencontre au Katanga. C'est une province, comme je le disais, richissime, où il y a des mines, à Nyunzu, à Kabalo, donc des mines qui suscitent des tensions entre les commandants qui y sont affectés. Donc Mamadou Ndala, lui, à Kongolo, il est sur une région riche, où certains commandants auraient aimé être affectés à sa place. Donc c'est à ce moment-là que Mamadou se rend compte qu'il est au sein des FARDC dans un véritable nid de serpents. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai intitulé la dernière partie du 4e chapitre, Nid de serpents, parce qu'il y a une vraie bataille entre les capitaines, entre les officiers, au sujet des régions qu'ils contrôlent, parce que là, on est clairement dans l'exploitation pure et simple. Donc tous les officiers qui sont affectés au Katanga à cette période-là, aux alentours de 2005-2006, ça donne à l'exploitation intense des mines pour leur compte personnel. Alors Mamadou Ndala n'est pas exempt de tout reproche, loin de là. Dans cette partie du livre, on voit à quel point lui aussi participe de manière active au désordre au Katanga. Donc il est impliqué dans des bagarres entre officiers, il est impliqué dans des violations des droits de l'homme qui seront épinglées par les Nations Unies, mais aussi dans de l'exploitation de mines. Donc un peu tout ce qui pouvait se faire d'illégal à cette époque-là, Mamadou l'a fait. Alors la face sombre, le côté obscur de Mamadou Ndala, il apparaît et il est dévoilé dans cette partie-là du livre. Donc dans la partie katangaise de la carrière de Mamadou. D'ailleurs, je ne vais pas trop en dévoiler pour que vous puissiez découvrir par vous-même les différentes péripéties et les différentes mésaventures auxquelles il a été confronté. Mais sachez que la partie du Katanga, la partie de Kongolo, c'est la partie la plus noire de toute la carrière militaire de Mamadou Ndala. C'est une période tellement sombre qu'il se fera incarcérer par les autorités militaires katangaises. Donc il sera mis sur le côté, il n'aura plus son affectation. Et sans l'intervention de la présidence de la République, il serait resté bien plus longtemps en prison. Alors pourquoi la présidence est intervenue ? En 2006, donc le président de la République est Joseph Kabila. Et Mamadou Ndala est affecté au Katanga, qui est la province d'origine de la famille Kabila. Alors, en tant que commandant, ce qu'il faisait, c'est qu'il facilitait l'acheminement de colis, l'acheminement de marchandises à destination de la résidence de Mama Sifa, donc la maman de Joseph Kabila. Et c'est ainsi qu'un lien s'est tissé entre lui et la famille Kabila, mais plus précisément la maman. Donc lorsqu'elle a appris son incarcération, elle est intervenue pour le faire libérer très rapidement. Une fois libéré, Mamadou pense pouvoir poursuivre tranquillement sa mission, à savoir traquer les Maïmaï Yakutumba, donc une milice autochtone qui est active dans la région du Tanganyika. Mais c'était sans compter sur la détermination de ses ennemis à le mettre de côté. Vu que son incarcération a été abrégée par l'intervention de Maman Sifa, les officiers ont usé d'un autre moyen pour écarter Mamadou, puisqu'alors qu'il se dirigeait vers ses opérations contre les Maïmaï, certains militaires lui ont barré la route. En lui donnant l'ordre de regagner Lubumbashi, donc le chef-lieu de la province du Katanga, afin qu'il rende compte à sa hiérarchie. Donc là, Mamadou a compris qu'en fait il était relevé de ses fonctions, hein. C'était une manière pour les militaires de le rappeler, de lui retirer sa mission. Donc là il a perdu son statut de commandant sous-secteur, il a perdu son affectation et il est rentré à Kinshasa pour faire état de sa situation auprès de Tango Faure. Donc Tango Faure, le général Gabriel Amisi Kumba, qui occupe à ce moment-là le poste de chef d'état-major des forces terrestres des FARDC. Donc Tango Faure a proposé à Mamadou d'aller à Moura, donc
donc Moura, qui est le célèbre centre d'instruction militaire de l'armée congolaise, afin qu'on lui confie un nouveau bataillon ainsi qu'une nouvelle mission. Pour Mamadou, c'était un moyen de relancer sa carrière et de se refaire une réputation, en espérant diriger un bataillon sur d'autres fronts de la République démocratique du Congo. Nous verrons la suite de cette carrière et de cette vie passionnante dans la deuxième partie de cet épisode.